Bien, alors donc, pour nous situer, et dans la continuité de ce que nous avons vu l'année dernière, nous avons assisté sur l'éveil de l'intelligence, de l'intellect, de l'intellectus, pour parler dans le langage du Moyen-Âge. L'intelligence s'éveille au contact du réel et se révèle à elle-même en s'interrogeant sur la nature des choses, sur la physis, au sens des sens des choses, de ce qui constitue les choses, et ce qui soulève la question de leur identité ou de leur unité, voire de leur substantialité, comme on le verra. Aristote reproche, on l'a vu, aux présocratiques, d'expliquer matériellement la physis, c'est-à-dire la matière, finalement, et de même qu'il reproche à Platon, à l'inverse, d'expliquer formellement la nature des choses en réduisant tout le réel à l'aidos, ou ontos on, au réellement réel. La solution aristotélicienne est illémorphique. La réalité ne se réduit pas à la matière, elle ne se réduit pas à la forme, elle est constituée des deux. La nature, donc, de ce qui est, ne se réduit ni à la matière, comme chez les présocratiques, l'eau, la terre, le feu, etc., ni à l'idée, à l'aidos. Pour Aristote, c'est l'ousia, qui peut être traduit par substance ou étant, dans la mesure où l'ousia désigne ce qu'est la réalité des choses. Il ne faut pas oublier que le mot ousia est le participe présent substantivé du verbe einai, être. Donc ce qui est, ce qui est. Avicenne, aristotélicien s'il en est, introduira une distinction importante et décisive entre ce qu'est une chose, son essence, c'est-à-dire ce qui peut définir une chose, ce qu'elle est, et sa réalité, à savoir son être. Il y a ici donc une distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est, entre l'essence et l'être. L'être n'est pas l'essence, l'essence n'est pas l'être. L'être s'ajoute à l'essence de l'extérieur. C'est pourquoi Avicenne parle d'une distinction réelle entre l'être et l'essence. Thomas d'Aquin ira plus loin et va distinguer également l'essence et l'être. L'essence pour lui se ramène à la composition de matière et de forme, ce qu'est pour Aristote la substance. Car ne l'oublions pas, ce qui fait la réalité de la substance, son individualité, c'est qu'elle est composée d'une forme et d'une matière qui l'individualise précisément. Et donc alors, Thomas d'Aquin distingue également l'essence et l'être, je le disais, en sachant que pour lui, l'essence, c'est pour Aristote la substance, au sens où pour Aristote la substance est ce qui se réduit au composé de matière et de forme. Il distingue donc l'essence et l'acte d'être, l'actus essendi. Et vous savez que la question est là. Éric nous en parlera sur la notion de substance, et de savoir ce qui distingue la substance et l'essence. Parce qu'en effet, Aristote dira, l'homme, c'est cet homme, il n'y a pas de différence entre l'homme et cet homme. Donc, il pourrait y avoir chez lui une certaine identification entre l'essence et l'être. On y reviendra puisque c'est tout le problème. Y a-t-il une distinction entre l'essence et l'être? Sa distinction est-elle réelle? Thomas d'Aquin, lui, donc distinguera la substance, c'est-à-dire l'essence, et
laisser l'être, l'acte d'être. Nous l'avons vu tout cela, je ne fais que revenir sur ce que nous avons vu, de sorte que l'essence et l'acte d'être, l'actus essendi, constituent l'étant comme un être concret, fini, déterminé par son essence. Mais Thomas parlera plutôt de composition que de distinction. Car si l'être n'est pas l'essence, l'un n'est pas sans l'autre, dans l'étant concret précisément. L'être est l'acte constitutif ultime de ce qui est. Ce n'est pas la forme, comme chez, à la limite, Aristote aussi. Il est ce qu'il y a de plus profond dans l'étant, son fond. Sans l'essence, donc, l'étant ne serait pas ce qu'il est, mais sans l'être, il ne serait pas. Vous voyez, là, ici, la grande distinction. Donc, tout cela, nous le savons, je le rappelle. Le rapport, donc, entre l'être et l'essence est fondamental. La métaphysique, au sens de l'étude de ce qui est en tant qu'il est, ici, la métaphysique du toon et on, de l'étant en tant qu'étant, prend le sens plus précis de l'étant en tant qu'il est. De l'étant en tant qu'il est. Donc être ne veut pas dire être matière. Non. Matière fait partie de la composition de l'essence, puisque l'essence, au sens de substance, ne se réduit pas à la forme, comme chez Platon, à l'aidos. Ce qui fait la réalité, ce n'est pas la forme, c'est la forme avec la matière. Et donc, il peut y avoir une matière qui n'est pas? En effet, pour Aristote, la matière qui n'est pas, c'est la matière première, celle qui n'a reçu aucune forme, sans forme. La matière sans forme est pure puissance. Et pure puissance. Donc l'étant qui est réellement ne peut pas se réduire à la matière qui est pure puissance, car l'étant qui est réellement est en acte. Donc comme on le voit, de la manière dont on conçoit ce rapport entre l'être et l'essence, dépend le sens, le sort de la philosophie tout entière. En effet, à partir de Duns Scotus, mort en 1308, on assiste à une orientation décisive de l'histoire de la pensée. Duns Scotus est un disciple d'Avicenne, de même que Thomas hérite d'Avicenne. Seulement, on l'a dit, je le rappelle ici, Avicenne avait distingué, on y reviendra, l'esse in re, il considérait l'étant concret en acte réel, et l'esse in intellectu, c'est-à-dire l'être conçu, l'être dans l'intellect. Duns Scotus et Thomas vont développer chacun dans un sens, soit l'esse in re, Thomas d'Aquin donc va partir du réel donné empiriquement, et à partir de là méditer sur l'être en tant qu'être, alors que Duns Scotus va développer l'idée de laisser in intellectu, ce qui va donner à la philosophie une orientation plus épistémologique au sens de philosophie de la connaissance, où il s'agira désormais de savoir ce qu'est connaître ce qui est en tant que connu, et non pas ce qui est en tant qu'il est. Vous voyez ici un moment assez crucial et important sur lequel on assiste, et qui fera un peu l'objet de notre étude. Ouais. Donc pour Duns Scotus, la vérité des choses, comme parle d'ailleurs Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin parle de la vérité des choses. La vérité d'ailleurs étant pour lui un transcendantal de l'être, bon j'y reviendrai, c'est-à-dire il parle de l'être des choses dans le fond. La vérité des choses n'est ni dans la matière du monde sensible, donc, comme le conçurent les présocratiques, ni dans le monde intelligible de l'aidos, selon la doctrine platonicienne, ni dans l'ousia d'Aristote,
la vérité des choses se trouve dans l'entendement. L'être est devenu un objet, un esse objectivum, un être objectif. L'objet étant non pas la réalité concrète extramentale, mais une construction de l'entendement, une construction de la représentation. Vous avez déjà Kant, ça c'est la production de la représentation, du concept, par l'entendement a priori. Le sujet c'est du transcendantal au sens où il ramène à lui-même uniquement en tant que sujet pensant. Le sujet, le Ich denke, c'est donc un sujet transcendantal. Donc l'être est devenu, avec Duns Scotus, un objet, un esse objectivum qui n'a de réalité que formelle, c'est-à-dire en tant que cogitable, si vous voulez, en tant que pensable, tel que va le développer Descartes, qui dans le fond n'est pas, comme je le répète souvent un peu d'une manière provocatrice, le fondateur de la pensée moderne. Le fondateur de la pensée moderne, au-delà même de Nicolas de Cuse, à la limite, c'est Duns Scotus, à mesure où, justement, il réduit l'être à l'objet, au cogitabile. Donc, la vérité des choses n'est plus dans les choses. C'est extrêmement important tout cela, et nous y reviendrons. Là, je ne fais que planter le décor. En réaction contre la pensée moderne du sujet, le fondateur de la phénoménologie, Edmund Husserl, mort en 1938, pour préciser un peu, pour situer, Husserl distinguera le sujet en tant que conscience de quelque chose et l'objet comme ce qui se présente à la conscience. Donc ici, pardon ? Edmund Husserl. Donc ici, il distingue le sujet et l'objet que Hegel avait identifié. Ça, pour Hegel, l'esprit absolu, c'est l'identification du sujet d'objet et même la substantialisation, si l'on veut, du sujet, quoi, au sens où le sujet devient pour lui-même son propre objet qui se réalise au terme d'une histoire qui est un retour sur soi. Et vous le savez, donc tout ça, on le trouve déjà chez notre ami Nicolas de Cuse, sur lequel nous reviendrons. Donc, avec la phénoménologie, donc, il y a une distinction entre le sujet et l'objet, le sujet comme conscience de quelque chose. C'est là où on évoque l'intentionnalité de la conscience, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc l'objet comme ce qui se présente à la conscience. Martin Heidegger, mort en 1976, je précise toujours les dates parce que ça nous permet de situer, renverra, lui, dos à dos le sujet et l'objet. C'est le disciple ingrat du maître Husserl, ingrat ou pas, dans la mesure où un disciple ingrat, c'est un disciple qui ne dépasse pas son maître. Heidegger, donc, ira plus loin que Husserl. Et désormais, pour lui, ce qui se présente indépendamment de toute conscience à laquelle cela pourrait se présenter. Donc, il s'interroge sur la présence en tant que cela se présente. Là, il revient un peu à un sens aristotélicien de la métaphysique, au sens où la présence, c'est toujours la présence de ce qui est là. On le verra, mais dans quel sens, Donc, pour Heidegger, ce qui se présente existe, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire de ce qui sort de soi, en dehors de toute essence, qui pourrait le définir, le fixer dans une définition. Et vous savez que Sartre ne fera que développer cette idée par le rejet de l'essence en disant que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'essence ne délimite pas l'existence. L'existence est libre, est liberté, les projets, autoréalisation de soi par soi, mais jeté dans l'insignifiance, n'est-ce pas, d'un monde qui est pure ouverture,
arrachement à soi, ouais, en dehors de toute identité possible, ouais, en dehors de toute unité possible. Et vous savez combien la notion d'unité est importante dans notre réflexion ici. Ceux qui se présentent en donc existent jetés dehors dans un monde sans signification, arraché à soi, en dehors de toute identité, en dehors de toute unité, c'est-à-dire en dehors de toute indivisibilité, puisque l'unité c'est l'indivisible, et donc nous sommes dans la division chaotique de ce qui ne retournera jamais à l'unité, à l'identité. Et vous savez, quand nous avons développé tout cela, la pensée heideggerienne et la pensée de notre ami Deleuze, sur lequel on revient souvent, est une pensée sans retour à l'un. Sans retour à l'un. C'est une pensée qui est une pensée de l'expansion, un peu comme le rhizome, qui, sans s'enfoncer dans la terre, sans se tourner vers le ciel, n'est-ce pas, se répand à la surface, lisse, d'un monde sans transcendance, qui est un monde où tout se répand sans jamais retourner à une unité originaire qui n'existe pas dans cette conception. Et pourquoi? Parce que, et c'est peut-être la cohérence de cette pensée, c'est qu'elle rejette l'un comme étant sans l'être. Et vous savez que nous sommes partis pour cela de la première hypothèse du Parménide de Platon, selon lequel si l'un est, il n'est pas. Donc si l'un est un, il n'est pas. C'est-à-dire que si l'un est, il n'est plus un, plus précisément. Et donc si l'un est un, il n'est pas. Donc là, c'est vraiment l'axiome fondamental sur lequel, qui est le point de départ d'une pensée qui va aller jusqu'au rejet de toute forme d'unité, puisque en effet, l'unité n'est pas, et que ce qui est, c'est ce qui se répand en dehors de toute unité possible, c'est-à-dire qui se répand dans la division, dans l'existé, qui n'est-ce pas, va dans tous les sens. D'où la nécessité d'ailleurs d'inventer à chaque fois un sens, d'inventer des concepts nouveaux. Philosopher, pour Gilles Deleuze, c'est inventer des concepts de chaque instant. Et en effet, ici, pour Heidegger, ce qui se présente donc est arraché à soi. La vérité n'est plus adéquation de l'intelligence avec ce qui est, adéquatio rei et intellectus. Elle est révélation à l'éthéia de ce qui se dévoile en se voilant, comme dit Heidegger, de ce qui disparaît en disparaissant dans un instant, qui est une ouverture, l'ouverture d'un fond sans fond, un abîme, un Abgrund, dans lequel disparaît ce qui surgit en s'évanouissant au moment où cela surgit. De telle façon que le temps désormais n'est plus la mesure du mouvement, comme chez Aristote, selon la succession d'un passé, d'un présent et d'un avenir. Il est l'être même surgissant de l'abîme. C'est quoi cet abîme? Vous savez, on y a insisté, c'est l'un sans l'être. C'est l'un qui s'exerce comme une sorte de force, d'énergie aveugle qui rejette tout ce qui est et tout ce qui pourrait s'ajouter à lui et mettant un terme par conséquent à la pureté de son unité. Donc l'unité se transforme en un néant néantisant, dit Heidegger, il dit nichts, nichtet, le néant néantise. Il néantise tout ce qui pourrait s'ajouter à lui et menacer sa pureté. Donc, nous sommes arrivés en un point où il n'est plus question d'être et d'essence. L'ère de la déconstruction a commencé. Et il s'agit pour nous maintenant de sortir de cette ère destructrice pour retrouver un nouveau commencement pour la pensée. Une pensée qui sera donc une pensée jaillissant, non pas comme le nous de Plotin en dehors de l'un, comme une hypostase qui se substantifie en dehors de l'un, mais qui n'a rien à
intelliger. Le nous, c'est l'intellect qui intellige, mais qui n'a rien à intelliger. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'intellect, il n'y a que de l'inintelligible. Et l'un est l'inintelligible en soi, dans la mesure où s'intelliger, ce serait se diviser, se dédoubler, c'est d'être un. Et c'est pourquoi d'ailleurs Plotin avait critiqué Aristote, qui avait défini le principe comme la pensée qui se pense. Mais évidemment, l'aristotélisme ira plus loin. Pour l'aristotélisme, ce n'est pas l'acte de penser, mais l'acte d'être, comme chez Thomas d'Aquin et chez Avicenne, qui sera le fondement de la pensée. Dans la mesure où la pensée qui surgit comme l'intellect qui intellige et qui n'a rien d'autre à intelliger que soi, dans une perspective énologique, c'est dans la perspective d'une métaphysique de l'un. L'un, c'est l'inexprimable, c'est l'innommable, l'imprédicable. Et donc, le nous, l'intellect, quand il surgit d'ailleurs, dit Plotin, comme un coup d'audace. Il est obligé d'expliquer cela de manière mythique, puisque comment expliquer cet avènement du nous, alors que, n'est-ce pas, le nous n'a rien à intelliger, puisque le nous n'est pas premier, au sens où, disons, il n'est pas intérieur à l'un, il est extérieur à l'un, plutôt. Donc, le nous, l'intellect, intellige uniquement l'intellect. Il s'intellige. Et vous retrouvez ici, d'ailleurs, le sens du cogito ergo sum, du je pense donc je suis, puisqu'en effet, tout ce qui est, c'est ce qui est pensable. Tout ce qui est intelligible, c'est ce qui est intelligé par l'intellect, en tant que l'intellect est l'unique source d'intelligibilité. L'intellect, autrement dit, n'a pas pour objet autre chose que l'intellect. Et c'est ici qu'intervient Avicenne, nous le verrons, quand il dit que l'être, c'est ce qui tombe dans l'intellect. Cadit in intellectus. Autrement dit, l'intellect n'est pas seul. L'intellect est intellection de ce qui est. Il n'est pas intellection de soi. Bon, tout ça, c'est un gros problème. Je le dis rapidement, mais c'est intéressant de bien se dire ceci, c'est que ici, nous sommes dans une conception hors être, qui exclut la notion d'être. C'est quoi l'être? Qu'est-ce que être? Qu'est-ce qui est? Ce qui est en tant qu'il est? Si ce qui est en tant qu'il est ne se réduit pas à ce qui est uniquement intelligé, il faudra bien. Et c'est ici que l'aristotélisme d'Avicenne, comme celui de Thomas d'Aquin et de l'aristotélisme en général, intervient au sens où c'est le commencement de la pensée est empirique, en vertu de la conception illémorphique de la substance. L'intelligence humaine n'est pas isolée de la sensation. Elle fait partie de la même substance humaine, dans le cas de l'être pensant, si l'on veut, où quand l'intellect intellige, rien ne se trouve en lui qui ne soit passé par les sens, puisque le corps et l'âme, les sens et l'esprit, sont intimement unis. On ne peut pas concevoir l'esprit sans le corps sans l'esprit. De même qu'on ne peut pas concevoir la matière sans la forme sans la matière, l'essence sans l'être et l'être sans l'essence. Donc il y a ici une unité qui est composée, une composition dans l'unité, comme on le verra, et qui n'est pas susceptible de décomposition sous le risque, sous peine de disparaître complètement. Avicenne, il ne faut pas l'oublier, et nous le verrons, l'aristotélicien Avicenne est rattrapé par le plotinisme, par le néoplatonisme. Ça, nous le verrons. Pourquoi? Parce que les philosophes musulmans aristotéliciens ont lu Aristote à partir de la théologie d'Aristote, qui est à vrai dire une œuvre qui rassemblait les Énéades de Plotin, quelques Énéades, et aussi les textes de Porphyre. Donc il a lu
sans le savoir, Aristote avec les yeux de Plotin. Et ce qui fait que son aristotélisme sera marqué par ceci, par cet héritage, si l'on veut, cette interprétation. Non, c'en est pas une, c'est une compréhension à partir des textes qu'il avait sous la main, et qui vont, et on verra cela. On verra justement comment chez lui l'intellect, en effet, il y a l'essai intellectu qui va être en rapport avec un essai in re, sans savoir très bien quelle est la nature de ce rapport entre l'essai intellectu et l'essai in re, entre l'intellect et la chose donnée empiriquement, puisque nous le verrons, tout ça, il ne faut pas anticiper parce que on n'aura pas tous les éléments pour essayer de... Enfin, la question est bonne parce que on verra que chez lui, il y a ces 10 intellects qui sortent du premier intellect, qui lui-même sort en quelque sorte de lui-même, en sortant d'une origine, n'est-ce pas, qui pour le moment, fait mystère, mais qu'il faudra quand même essayer de comprendre, de